Eh bien, bienvenue enfin dans les exercices et nous allons commencer avec quantité de matière et temps de demi-réaction. Donc l'équation bilan de la réaction d'oxydation de l'éthanol par l'ion permanganate en milieu aqueux s'écrit de la façon suivante, avec ici les ions permanganate, ici les protons, ici l'éthanol, ici les ions de manganèse de plus, d'accord? Et ici les molécules d'eau. Alors qu'est-ce que c'est que celui-ci? À vous de deviner. Alors, on fait réagir un nombre initial 1 de 50 millimoles d'ion permanganate avec un nombre initial 2 de 70 millimoles d'éthanol. Les protons sont en large excès. La quantité initiale N3I d'ion manganèse 2 et N4I d'acide éthanoïque est nulle. La réaction est totale. Donc, vous avez là toutes les données. Ce qu'on vous demande, ce sont 1. De calculer l'avancement final de la réaction. 2. De donner la relation entre les différentes quantités de matière N1, N2, N3, N4 et l'avancement de la réaction. Et enfin 3. De donner la valeur de cette quantité de matière, de ces quantités de matière, en fin de réaction, et pour un temps t qui est égal au temps de demi-réaction. Voilà. C'est simple, n'est-il pas vrai? En fait, cet exercice suit directement l'exercice de méthode qu'on a vu juste avant. Donc il faut juste que vous l'appliquiez à ce cas-ci, avec le tableau d'avancement. Voilà, ceci étant clair, c'est à vous de jouer. Papier et crayon, vous arrêtez la vidéo et c'est parti. Et on se revoit dans quelques instants pour la correction. À bientôt. Alors, voici la correction. J'ai déjà représenté le tableau d'avancement avec donc notre réaction qui est écrite là ci-dessus et l'avancement de la réaction avec l'état initial, l'encours ou l'état intermédiaire et l'état final. Alors on nous a dit que les protons étaient en large excès, donc c'est en excès ici, et puis il faut juste remplir maintenant les conditions initiales. Donc au début, si on indiquait tout en millimoles, on a dit que des ions permanganate, il y avait 50 millimoles. Ici, l'éthanol était à quantité de 70 millimoles, et il n'y avait pas de produit au début. D'accord? Donc 0. Quant à l'eau, c'est le solvant, donc on le note ici, voilà. L'eau, c'est le solvant, donc bien entendu en excès également, voilà. Et il faut voir ce qui se passe au cours de la réaction. Donc nous avons 4 moles d'ion permanganate qui réagissent, donc l'encours ce sera 50 moins 4x, 4 fois l'avancement. D'accord? Nous avons ici 5 moles d'éthanol qui réagissent, donc ça va être 70 moins 5x. Et donc il y aura 4 moles d'ion Mn2+ formés, donc c'est 4x. Et 5 moles ici qui seront formés, donc 5x. Voilà, jusqu'à l'avancement final, où finalement, eh bien, on pourra répéter la ligne du dessus avec xmax ou xf. Voilà, 70 moins 5xf, 4xf et 5xf. Le tout est de déterminer maintenant le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui va disparaître d'abord. Donc, si on suppose que c'est les ions permanganate, on n'aura que 50 moins 4xf serait égal à 0. Ce qui veut dire que 4xf égale 50, ou encore xf est égal à 12,5 moles. Voilà, si c'est lui qui disparaît le premier, ça voudrait dire que c'est un avancement de 12,5. Voyons si ça pourrait être l'éthanol. Et donc dans ce cas-là, on a 70 moins 5xf qui est égal à 0. C'est-à-dire que 70 est égal à 5xf. Ou encore, xf est égal à 70 divisé par 5, ce qui fait 14. 14 moles. Alors attention, je parle de moles, ce n'est pas exact bien sûr, puisque tout a été indiqué en millimoles. Donc c'est des millimoles. Voilà. Alors le réactif limitant, ben, celui qui s'épuise le premier, donc ça va être la plus petite quantité des deux. Ça va être le plus petit avancement final. Donc ce sera 12,5 millimolaires. Voilà. Et donc dans ce cas-là, les cases vont être telles que à l'état final. En fin de compte, je le renote ici. À l'état final, ce que nous allons avoir, c'est que la quantité de MnO4- va être nulle, puisque c'est le réactif limitant qui disparaît le premier. On a toujours les protons qui sont en excès,
donc ça, c'est pas un problème. L'éthanol, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, on avait 70 moins 5xf, ce qui va faire 70 moins 5 fois 12,5. Quand on calcule ça, ben, il reste 7,5. Et donc, dans les produits, ce qui va être formé, c'est les ions manganèse 2+, 4xf, donc 4 fois 12,5. 4 fois 12,5, ça fait, si je ne m'abuse, 50. Ensuite, nous avons 5xf, c'est-à-dire 62,5. Et enfin, l'eau qui est le solvant, donc ça reste en excès. Voilà, donc nous avons ici la réponse à la question 1. Alors, pour la sous-question 2, on nous demande la relation entre les différentes quantités de matière et l'avancement de la réaction. Bon, mais ça on l'a déjà fait, puisque c'est la ligne ici d'en cours. Voilà, la relation entre les quantités de matière et l'état d'avancement, elle est ici. 50 moins 4x, 70 moins 5x, 4x, 5x. Ok, donc le 2 est déjà fait. Quant à la question 3, on nous demande la valeur de ces quantités de matière en fin de réaction et pour T est égal à T1,5, donc le temps de demi-réaction. Alors, pour terminer celui-là, donc le point 3, ce qu'il faut faire, c'est regarder évidemment les cases de l'état final, ici. Donc voilà ce qu'on a trouvé, ou ceci si vous préférez. Voilà, alors les quantités de matière à l'état final sont bien indiquées. Donc ça veut dire que pour T qui est égal au temps de demi-réaction, ce que nous allons avoir, c'est que la quantité de matière, ou l'état d'avancement, X, doit être égal à l'état final divisé par 2. Ce qui veut dire que ce sera égal à 6,25 millimoles. Il suffit alors de calculer les quantités de matière pour X est égal à 6,25 millimoles. D'accord? Donc, ce qui veut dire que pour T est égal à T1,5, nous allons calculer ce qu'il y avait pour N1, pour N2, pour N3 et pour N4. C'est-à-dire, on va avoir ici pour N1 50 moins 4 fois 6,25. Ici pour N2, ça va être 70 moins 5 fois 6,25. Pareil, pour N3, ça va être directement 4 fois 6,25. Et enfin, pour N4, on va avoir, donc au temps de demi-réaction, on va avoir 5 fois 6,25. Il nous faut calculer tout ça, donc je vous laisse prendre votre machine à calculer, et nous trouvons les valeurs suivantes. Voilà, donc après calcul, on trouve que N1 c'est 25 millimoles, N2 c'est 38,75 millimoles, N3 c'est 25 millimoles, et N4 c'est 31,25 millimoles. Et c'est termine cet exercice. Voilà. Bon, allez, courage, on passe au suivant. À tout de suite. Alors, dans ce deuxième exercice, on nous demande de faire une équation bilan d'oxydoréduction, c'est-à-dire d'écrire l'équation bilan d'oxydation de l'ion fer 2, qui participe dans le couple d'oxydoréduction Fe3+, Fe2+, par l'ion hypochloreux, qui lui est dans le couple Cl-, Cl-. Et puis on pose la même question pour l'oxydation du dioxyde de soufre, qui est du SO2 qui intervient dans le SO2 SO4-, par l'ion dichromate, CrO7-, Cr3+. Voilà. Bon, il suffit d'écrire des équations bilan d'oxydoréduction. Donc pensez bien à écrire vos demi-réactions, hein, et puis à les additionner de façon adéquate pour avoir l'équation bilan où les électrons n'apparaissent plus. Voilà. Arrêtez la vidéo, papier, crayon et c'est parti. À tout de suite pour la correction, dès que vous avez fini. Eh bien voici la solution. Donc pour le 1, il s'agit de la réaction d'oxydation de l'ion fer 2 par l'ion hypochloreux. Donc le réactif c'est l'ion fer 2, donc c'est le Fe2+, mais qui est ici un réducteur. Donc il va se transformer en Fe3+, plus un électron. Alors attention, ne faites pas la même erreur que moi, puisque c'est une équation de demi-réaction, c'est pas une flèche, c'est un signe égal. Voilà. Et donc de l'autre côté, puisqu'on fait la réaction d'oxydation de ce fer 2+ par l'ion hypochloreux,
L'autre réactif, c'est l'ion hypochloreux. Donc on va avoir Cl-, et il faut regarder la demi-équation de celui-là. Alors la demi-équation pour le Cl-, c'est un petit peu moins simple. Donc on va avoir là à gauche du Cl-, à droite on va avoir du Cl-, d'accord? Donc on voit que d'un côté il y a de l'oxygène, de l'autre côté pas, on va donc rajouter de l'eau, d'accord? donc on va rajouter de l'eau ici, plus H2O. Étant donné qu'on a rajouté de l'eau ici, ben maintenant il y a des H Il n'y avait pas à gauche, donc je vais devoir rajouter des H. à gauche. Alors les H qui se rajoutent à gauche, c'est sous forme de protons. Donc plus de protons. Voilà. Et puis maintenant, non seulement il faut l'équilibration des quantités de matière des différents éléments, mais il faut l'équilibration des charges. Donc j'ai une charge positive à droite, tandis que j'ai une charge négative, pardon, j'ai une charge positive à gauche, alors que j'ai une charge négative à droite. Donc il me faut encore rajouter 2 électrons à gauche. Et donc l'équation, la demi-équation, s'écrira comme ceci. Voilà, donc Cl- plus 2H+, plus 2 électrons, donnera Cl- plus H2O. D'accord? Donc voilà les deux demi-équations. À partir de ça, eh bien, on va faire l'équation finale, l'équation globale. Alors, rendez-vous bien compte, ici, nous avons un électron, là, nous en avons deux. Donc, il faut multiplier la première équation par 2, tandis que la deuxième équation reste telle qu'elle. OK? Et donc, au global, si je fais l'addition des deux demi-équations, je vais avoir que 2 effets de plus Cl-, plus 2H+, donnera 2 effets 3+, plus Cl-, plus H2O. Voilà. Et ceci nous fait le premièrement, le petit 1. Voilà l'équation d'oxydoréduction, d'accord? Donc l'équation d'oxydation du fer 2 par les ions hypochloreux. Alors, qu'en est-il du deuxième? Voilà, donc ici maintenant dans cet exercice 2, on va voir l'oxydation du dioxyde de soufre par l'ion dichromate. Donc si on fait une oxydation du dioxyde de soufre, c'est qu'il joue le rôle d'un réducteur. Mais attention, d'accord, le dioxyde de soufre effectivement est un réducteur, donc il apparaît à droite, contrairement à ce qui était indiqué dans l'énoncé. Donc pour le dioxyde de soufre, si je réécris ça Dans le bon sens, ça va être SO2 qui jouera le rôle ici de réducteur, donc qui donnera du SO4 voilà. Alors, comment ça fonctionne ici? Donc on a du SO4 d'un côté, d'accord, du SO2 de l'autre. Donc nous voyons qu'il y a plus d'oxygène d'un côté que de l'autre, donc je vais rajouter de nouveau de l'eau. Donc je vais rajouter de l'eau ici du côté du SO2. Ok, il me manque 2 eaux par rapport à gauche, donc je vais rajouter 2 molécules d'eau. Si je rajoute des molécules d'eau à gauche, je rajoute ici 4 atomes d'hydrogène. Donc je n'ai pas d'hydrogène de l'autre côté. Donc il faut que je rajoute 4 protons. Voilà. Mais ayant rajouté 4 protons, maintenant je suis bien au niveau des éléments chimiques, mais ça ne fonctionne pas complètement au niveau de la conservation de la charge. Donc remarquez qu'à gauche ici je n'ai pas de charge et à droite j'ai un reliquat de 2 charges positives. Donc pour neutraliser ces 2 charges positives, j'ai besoin de 2 électrons. Voilà. Et donc ça me donne l'équation de demi-réaction du dioxyde de soufre. Alors comme précédemment, hop, c'est une équation de demi-réaction, n'oubliez pas, donc c'est un égal ici. Voilà. Donc ça c'est pour le dioxyde de soufre. Donc c'est bien un réducteur puisqu'il cède des électrons. Qu'en est-il du dichromate? Alors, l'ion dichromate, c'est Cr2O7 2-, d'accord? Donc là, il joue bien le rôle d'un oxydant. Donc, ici, son conjugué, ce sera Cr3+. Donc comment vais-je passer d'un côté à l'autre? Alors déjà, puisque j'ai Cr2O7 de moins, il va me falloir 2 Cr3+. D'accord? Cr2. Puis j'ai ici cet oxygène que je n'ai pas à droite. D'accord? Ça veut donc dire que je vais devoir mettre à droite cette molécule d'eau. Ah, est-ce correct ça? Si je mets cette molécule d'eau, ça va le faire? Eh bien, ça va le faire pour les 7 O, en effet.
Mais en faisant ça, j'introduis 14 atomes d'hydrogène, donc il va falloir que je contrebalance par l'introduction de 14 protons. Voilà. Donc au niveau des éléments chimiques, de nouveau, je suis OK. Qu'en est-il au niveau des charges? Alors, à droite, j'ai 2 Cr3+, donc j'ai 6 charges positives. À gauche, j'ai 2 charges négatives sur l'ion dichromate et 14 charges positives. Donc en finale, j'ai 12 charges positives. Donc 12 à gauche, 6 à droite. Pour contrebalancer tout ça, eh bien il faut évidemment que je rajoute 6 électrons à gauche. Et ça donne l'équation de demi-réaction ici. Voilà. Donc j'ai mes deux demi-équations. Je peux faire maintenant l'équation globale d'oxydoréduction. Alors remarquez, là j'ai 2 électrons, là j'en ai 6. Donc pour être dans les bonnes proportions au niveau des charges, je vais devoir multiplier la première équation par 3 et laisser la deuxième équation telle qu'elle. Ok? Et donc le résultat de cette équation, ce sera qu'on va avoir 3 SO2, d'accord? Plus, alors, je note encore les O pour le moment, plus 6 H2O, plus Cr2O7 2-, plus 14 H+, qui va donner 3 SO4 2-, plus 12 H+. Alors, les électrons, là, on a vu qu'ils disparaissaient, donc tout va bien. Et il nous reste encore, ici à droite, 2 Cr3+, plus 7 molécules d'eau. Alors, ça veut dire qu'à la fin, ce qui va me rester dans le grand final, c'est bien 3 SO2. Alors regardez, nous avions 6 molécules d'eau à gauche et 7 molécules d'eau à droite. Donc je vais pouvoir supprimer les molécules d'eau là avec le 7 qui est ici. 7 moins 6, il va en rester une. D'accord? Pour les protons, c'est des protons ici, 14H+, j'en ai 14 là, j'en ai 12 là. Donc je vais pouvoir supprimer les 12 protons là avec les 14 là, il va m'en rester 2. D'accord? Donc j'aurai 3 SO2 plus Cr2O7 2-, plus 2 protons, qui vont donner 3 SO4 2-, plus 2 Cr3+, plus H2O. Voilà. Et ceci termine donc l'équation globale d'oxydoréduction, qui concerne l'oxydation du SO2 par le dichromate. Voilà, voilà. Bon, ben tout ça termine le deuxième exercice. J'espère que c'est clair. Donc c'était des réactions d'oxydoréduction comme vous avez fait en première S. Bon, c'était pas les plus simples, mais c'est celles qu'on peut rencontrer évidemment en terminale S et lors du bac. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis on va passer donc au prochain exercice. Allez, à tout de suite. Alors dans ce troisième exercice, nous allons considérer la réaction du calcaire avec un acide. Donc le calcaire CaCO3 réagit avec l'ion oxonium, H3O+, selon la réaction totale, CaCO3 solide plus 2H3O+, donne Ca2+ aqueux, plus CO2 gazeux, plus 3H2O liquide. On met un petit morceau de calcaire dans un volume V est égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C est égale à 1 mol par litre. On recueille dans une éprouvette graduée le dioxyde de carbone dégagé par la réaction. À la fin de l'expérience, le morceau de calcaire a entièrement disparu et le volume de gaz recueilli est de V égale 24,4 ml. Donnez la masse molaire du calcium, c'est 40 grammes par mol. La température du laboratoire au cours de l'expérience est 20 degrés Celsius et la pression atmosphérique est de 1,10 exposant 5 pascal. Question: quelle est la masse du petit morceau de calcaire qui a été introduit dans la solution d'acide chlorhydrique? Voilà. Voilà, ça vous semble compliqué ça. Écoutez, petit conseil dès le départ, il va falloir utiliser la relation des gaz parfaits. D'accord? Pensez qu'il y a un volume
dégagé, hein, volume dégagé, on connaît la pression, on connaît la température, d'accord? On peut déterminer donc le nombre de moles et puis la masse. Voilà. Allez, à bientôt pour la correction, dès que vous avez fini. Arrêtez la vidéo, mais en avant. Donc, voici la solution à cet exercice. Donc, je vous ai récapitulé les données et ce qu'on cherchait. Donc, les données, on avait un volume d'acide chlorhydrique de 100 ml avec une concentration de 1 mol par litre. Le volume de gaz recueilli dans l'éprouvette, c'était 22,4 ml. On vous disait que la masse molaire du calcium, c'était 40 grammes par mol. La température à laquelle on faisait l'expérience était 20 degrés Celsius et une pression de 10 exposant 5 pascal. Et ce qu'on vous demande, c'est la masse de CaCO3, donc la masse de calcaire que l'on a introduit pour faire la réaction. D'accord? Et ce qu'on sait, c'est que ce petit morceau de calcaire qu'on a introduit dans la solution a complètement disparu. La réaction est totale. D'accord? Donc ça a complètement disparu et ça a formé, en faisant la réaction, ça a formé du dioxyde de carbone sous forme gazeuse, dont on a pu récupérer donc le volume. Ok? Donc les choses importantes, c'est qu'on a récupéré un certain volume de gaz, ok, de CO2. On connaît la masse molaire, on connaît T, on connaît P. Bon, déjà, ce qui fait intervenir V, T, P, ça fait, comme je vous l'ai dit dans les conseils, intervenir la relation des gaz parfaits. PV égale nRT. D'accord? R, c'est une constante, je la connais. T, on me le donne bien. V, on me le donne. P, on me le donne. Donc à partir de là, à partir de cette équation, je peux déterminer N. Et puis si je connais N, c'est-à-dire le nombre de moles impliqués, d'accord? Puisque dans la relation, une mole de CaCO3 réagit avec les ions oxonium pour donner une mole de CO2, donc c'est bien une correspondance 1-1, on aura après que la masse cherchée de calcaire, ce sera simplement donc un nombre de moles fois une masse molaire. Voilà. Donc là, j'ai les formules qu'il faut pour pouvoir résoudre cela. Comment fait-on alors maintenant? Ben, c'est simple. Il faut calculer le nombre de moles et la masse molaire. Alors, la masse molaire du CaCO3, c'est simple. C'est la masse molaire moléculaire, c'est la masse molaire du calcium plus la masse molaire du carbone plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors lui, on vous a dit que c'était 40. Lui, c'est 12. Et 3 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est 3 fois 16. Donc 3 fois 16, 48, plus 12, 60, plus 40, ça fait 100. Donc la masse molaire du CaCO3, c'est 100 grammes par mol. Bon, voilà déjà une donnée qui est faite. Ensuite, on veut connaître le nombre de moles. Alors le nombre de moles qui est là, c'est le nombre de moles de carbonate, mais c'est également le nombre de moles de dioxyde de carbone, puisque la réaction est une réaction où il y a une mole pour une mole. D'accord? Donc le nombre de moles qui est là, qu'on va calculer, c'est le nombre de moles de gaz, d'accord, qui s'est échappé lors de la réaction qui a été récupérée dans l'éprouvette, qui sera donc égal à PV sur RT, avec une pression, on a dit, de 10 exposant 5 pascal, un volume qui est exprimé comme étant 24,4 ou 22,4, laissez-moi vérifier. J'ai peur d'avoir fait une petite erreur. Donc oui, c'est 24,4. Donc là, ce n'est pas 22,4, c'est 24,4. Voilà, donc 24,4 millilitres. Mais attention, dans l'expression PV égale nRT, c'est une expression qui vient de la physique. Donc ça s'exprime tout à partir des unités du mètre. Donc ça va être en mètres cubes. Il faut convertir des millilitres en mètres cubes. Eh bien, un millilitre, c'est 10 moins 6 mètres cubes. Voilà. Donc n'oubliez pas ici de convertir. Alors, la constante des gaz parfaits, c'est 8,314, qu'on arrondit souvent en 8,31. Et enfin, la température, on a dit que c'était 20 degrés Celsius, mais attention, de nouveau, en physique, on veut des Kelvin. Donc 20 degrés Celsius, ça correspond à 20 plus 273 Kelvin, c'est-à-dire 293. Voilà. Et donc, si je fais tout ça, ce que j'obtiens à la fin, en prenant ma calculatrice, c'est que le nombre de moles trouvé, ça va être 10 millimoles. Connaissant le nombre de moles de CO2, qui va être égal aussi donc à celui de carbonate,
je peux maintenant calculer la masse de carbonate. C'est-à-dire la masse de l'élément de calcaire, hein, de carbonate de calcium, pardon. Hein, quand je dis carbonate, c'est du CaCO3, donc c'est du carbonate de calcium, c'est le calcaire. Donc voilà, c'est le nombre de moles fois la masse molaire, ce qui va être égal donc à 10 millimoles, c'est 0,01, fois la masse molaire qui est de 100 grammes par mole, donc fois 100, 100 fois 0,01, ben ça fait 1. Donc on produit en fait, c'était 1 gramme. 1 gramme de calcaire qui avait été mis à réagir avec les ions oxonium pour nous donner, d'accord, donc ces ions calcium de plus ce dioxyde de carbone, plus ces molécules d'eau. Hein, donc vous voyez bien là, c'était bien une mole de calcaire qui réagissait pour donner une mole de dioxyde de carbone. Donc le nombre de moles que l'on obtenait ici, qu'il nous fallait pour du calcaire, on pouvait l'obtenir à partir du nombre de moles de dioxyde de carbone, d'accord, qui s'était échappé lors de la réaction et qu'on avait récupéré dans l'éprouvettes. Voilà. Bon, j'espère que tout ça est clair. Et puis je vous attends pour le prochain exercice alors. À bientôt. Bon, reposez-vous un petit peu, hein, vous l'avez mérité là. Entre deux fois, hop. À tout de suite. Et nous revoilà dans les exercices avec le 4. Donc cinétique et facteur cinétique. Soit une réaction chimique dont l'équation est de la forme A plus 2B donne C plus de l'eau. Cette réaction se fait en solution dans l'eau, donc à l'instant initial, N0A égale N0B est égal à 1 mole. Le milieu est maintenu à température constante de 25 degrés Celsius. La mesure de la quantité de matière de B au cours du temps a permis de tracer la courbe ci-dessous. Voilà. Alors, les questions sont les suivantes. Premièrement, on vous demande de compléter numériquement le tableau d'avancement de cette réaction totale, qui est là. 2. De donner la définition du temps de demi-réaction, T1 demi. Quelle est sa valeur ici? Faites apparaître la construction graphique. Enfin, 3. Tracer l'allure de la courbe si la réaction était réalisée à une température supérieure à 25 degrés Celsius. Quatrièmement, on vous demande de donner un autre facteur cinétique, de donner la définition d'un catalyseur en 5, et en 6, on vous demande dans quel cas on peut parler de catalyse homogène. Voilà. Bon, voilà un bel exercice qui mêle un petit peu restitution des connaissances et exercice proprement dit. Donc je vous laisse faire, il n'est pas très compliqué, d'accord? Donc arrêtez la vidéo, prenez un papier, prenez un crayon, allez-y, et on se voit plus tard dès que vous avez fini pour la solution. À bientôt. Bon, voici donc la solution. Je vous ai fait le tableau comme d'habitude. Donc la réaction CA plus 2B donne C plus de l'eau. L'avancement, ben on a toujours l'état initial, l'encours et l'état final. Alors à l'état initial, nous avons une mole de A et une mole de B. D'accord? On avait N0A égale N0B est égal à 1, donc une mole et une mole. On n'avait pas encore de ces produits et l'eau était le solvant. Voilà. Que se passe-t-il donc maintenant? Pour répondre à la question, donc il faut compléter le tableau d'avancement. Eh bien, en cours, on va avoir au fur et à mesure de la réaction, donc, que le nombre de moles de A, ça va être 1 moins X, l'avancement de la réaction, puisque on a une mole ici qui réagit, avec 2 moles de B, donc là on aura 1 moins 2X, d'accord, qui va donner C, donc avec un état d'avancement X, jusqu'à l'état final, où on aura ici XF, 1 moins XF, et 1 moins 2XF. Alors bien entendu, ici, puisqu'on nous a dit que la réaction était totale, ça veut dire qu'il y a un des réactifs qui est limitant. Bon, on voit clairement que ça va être lui, hein, parce que de 1, je retire 2 fois XF, ça veut dire je retire 2 fois plus que là, plus qu'à gauche. Donc c'est lui qui va atterrir à 0 le plus vite. D'accord? Pour des conditions qui nous disent que 1 moins 2XF est égal à 0, c'est-à-dire XF est égal à 1 demi. Donc 1 moins XF ici sera égal à 1 demi, lui sera égal à 0, et lui sera égal à 1 demi. Donc voilà l'état final. L'état final de la réaction sera comme ceci. D'accord? Donc ça répond à la question 1. Pour la question 2, que nous demandait-on? De donner la définition du temps de demi-réaction et de faire apparaître sur la construction graphique sa valeur. D'accord. Donc la définition, le temps de demi-réaction,
c'est le temps au bout duquel l'avancement a atteint la moitié de sa valeur finale. Donc si je reprends le graphique qui avait été donné, voici ce que j'ai. Hop. Sur l'axe ici, j'ai le temps en minutes. Sur l'autre axe, j'ai le nombre de moles. J'étais parti avec une mole. Pof. Et mon graphique faisait quoi? Alors, mon graphique ici en 1, d'après ce que je vois en regardant précisément mon graphique, là, j'étais déjà à la moitié. Après, en 2, j'étais quasiment ici. En 3, j'étais un tout petit peu là en dessous. D'accord? Et ça continuait, donc je vais pas le faire tout le long très précisément, mais voici l'allure du graphique que je reproduis sur ma feuille. Voilà. OK. Et donc on voit que la réaction est totale, donc il y a un réactif qui va jusque 0. Mais c'est toujours difficile à dire exactement quand il atteint 0, donc c'est pour ça qu'on a défini le temps de demi-réaction. C'est quand l'avancement va atteindre la moitié de l'avancement final, c'est-à-dire un demi ici. Et donc on attendra ici la moitié de l'avancement final, c'est-à-dire aussi la moitié de la quantité de matière qu'on avait mis du réactif limitant, en un T un demi qui est là. Qui vaut, comme on le voit sur la figure, 1 minute. Voilà. Donc la réponse à cette question 2, c'est 1 minute donc. Alors dans le 3, que nous demandait-on? On demande de tracer l'allure de la courbe si la réaction était réalisée à une température supérieure à 25 degrés Celsius. Eh bien, une température supérieure à 25 degrés Celsius, ce que l'on va avoir, d'accord? Ça va être quoi? Dites-moi ce que ça va être. Oui, ça va être une réaction plus rapide. Donc si la réaction est plus rapide, c'est qu'elle va décroître plus vite. Donc elle va être comme ceci. Voilà. Donc au-dessus de 25 degrés Celsius, à la place de passer et d'avoir cette courbe-ci, d'accord? Comme la réaction va être plus rapide, je vais atteindre plus vite le temps de demi-réaction et je vais atteindre plus vite donc l'évolution finale. Voilà. En 4, on nous demande un autre facteur cinétique. Donc un autre facteur cinétique que la température, eh bien c'est la concentration des réactifs par exemple. Un autre, ça peut encore être la nature du solvant. Même si on a dit que c'était plus difficile à comprendre, ça reste vrai. D'accord? Donc en 4, il y aura la concentration des réactifs ou la nature du solvant. Alors, qu'a-t-on après? Question 5. On nous demande de donner la définition d'un catalyseur. Eh bien, un catalyseur, c'est simplement une espèce chimique qui accélère une réaction et qui n'est pas consommée. D'accord? Donc, ça accélère la réaction, mais c'est une espèce chimique qui n'intervient pas dans l'équation globale de la réaction. D'accord? Il n'y a pas formation ni destruction du catalyseur. D'accord? Donc il n'y a pas de consommation du catalyseur. Voilà. Il a juste un rôle d'accélération de la réaction. Dans quel cas parle-t-on alors de catalyse homogène? Eh bien, la catalyse homogène lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase. Simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, ça termine de nouveau cet exercice qui mêlait cette fois-ci restitution de connaissances et un petit peu d'exercice. Je crois que c'est très clair. Et nous passons alors au suivant, qui va être une question qui a été posée lors d'un bac. Attention. Voilà. Alors, dans cet exercice qui concerne l'acide lactique et la médecine animale, voici l'énoncé. Donc, une molécule d'acide lactique peut, dans certaines conditions, réagir avec une autre molécule d'acide lactique pour former une molécule de chaîne plus longue, à 6 atomes de carbone. À son tour, cette dernière peut réagir avec une autre molécule d'acide lactique pour donner la molécule encore plus longue et ainsi de suite. On obtient ainsi une molécule de polymère constituée d'un très grand nombre d'atomes de carbone, appelé acide polylactique, reproduisant régulièrement le même motif d'atome. L'acide polylactique est un polymère biodégradable. L'action de l'eau peut le détruire en régénérant l'acide lactique. Bon, très bien. Voilà quelques informations.
comme c'est un exercice de bac, eh bien on voit ici un document de type bac, document 4 de l'exercice, le protocole de synthèse de l'acide polylactique. Le voici. Je vous laisse le lire à votre aise, faites. Ce qu'on vous demande alors, c'est est-ce que la polymérisation de l'acide lactique est lente ou rapide? Justifiez. Question 2. Citez un paramètre influençant l'évolution temporelle de cette réaction chimique. Et enfin 3. Proposez un protocole permettant de vérifier que l'acide sulfurique est un catalyseur de cette réaction. Voilà. Donc là, on est en plein dans la cinétique. Donc c'est à vous de jouer. Réfléchissez bien. Arrêtez la vidéo, papier crayon, hop. Et c'est parti. On se voit pour la solution juste après. Alors allons-y pour la correction. Donc, la polymérisation de l'acide lactique est-elle lente ou rapide? Justifié. Eh bien, on peut lire ici, dans le protocole, que, au bout d'environ 30 minutes, laissez refroidir le mélange qui se solidifie, mais reste transparent. Il s'agit de l'acide polylactique. D'accord? Donc, au bout d'environ 30 minutes. Donc, c'est une réaction lente, car elle dure plusieurs minutes. Ok? Donc, c'est une réaction lente. Ok. 3.2. Citez un paramètre influençant l'évolution temporelle de cette réaction chimique. Ah, mais un paramètre qui est un facteur cinétique bien connu et qu'on voit qui est mentionné dans le document, c'est la température. Puisque là, on dit chauffer à 110 degrés Celsius en ajoutant régulièrement. Évidemment, la température va jouer un rôle. Puis après, on laisse refroidir. De nouveau, là, ça va jouer un rôle. Enfin 3. Proposer un protocole permettant de vérifier que l'acide sulfurique est un catalyseur de cette réaction. Alors, comment est-ce qu'on sait si c'est un catalyseur de la réaction ou pas? Eh bien, on va effectuer deux réactions, en suivant le même protocole et en changeant juste un paramètre. D'abord, on va réaliser le même protocole sans ajouter d'acide sulfurique. Et puis, on va mesurer la quantité d'acide polylactique formée au bout de 30 minutes. Et on devrait constater qu'elle est inférieure à celle précédemment obtenue avec le catalyseur. Voilà. Donc on a le protocole avec l'acide sulfurique, on a le protocole sans l'acide sulfurique, et il faut montrer quelque part que lorsque l'acide sulfurique n'est pas là, la réaction est plus lente, et donc l'acide sulfurique serait bien un catalyseur de la réaction. Voilà. Ça termine cet exercice qui était plus du blabla que du calcul. À bientôt pour le suivant. Alors, 6e et dernière question de cette série d'exercices. L'uréase, un catalyseur enzymatique. L'uréase est une enzyme découverte par J.B. Summer en 1926. Elle joue un rôle important au sein des organismes vivants dans la décomposition d'une molécule organique, l'urée. On trouve l'uréase dans des organismes végétaux, comme le haricot sabre, mais également dans des bactéries pathogènes telles que Helicobacter pylori. Voilà l'haricot sabre. Une enzyme est une macromolécule. Les différentes parties de cette molécule sont liées entre elles notamment par des liaisons hydrogènes qui se forment plus ou moins facilement suivant la température. Ces liaisons conduisent à la formation d'une structure tridimensionnelle présentant de nombreux replis, voir l'image ici. D'accord ? La réaction que catalyse l'enzyme se produit au sein de l'un de ces replis, appelé alors site actif. Donc ça, c'est la structure 3 dimensions de l'uréase. L'objectif de cet exercice est l'étude du rôle de l'uréase et de l'influence de certains paramètres sur son activité. Les données sont les suivantes. Les couples acide-base qui sont mis en jeu, c'est des ions oxynéum aqueux, l'eau liquide, et des ions ici NH4+, des ions ammonium aqueux, l'ammoniac. Et on nous donne aussi le pKa du couple NH4+, aqueux, NH3, aqueux. C'est 9,2. Bon, voilà un certain nombre de données. Ensuite, on vous donne ici un certain document que je vous laisse lire, qui parle de la fluence
l'influence de la température sur l'activité enzymatique. Donc, lisez cela tranquillement, je ne vous le fais pas. Vous arrêtez la vidéo autant de temps que vous voulez, et puis je vais continuer sur la prochaine. Voilà. L'uréase catalyseur enzymatique, voici la suite. Le document 2 est ici. D'accord? Je vous laisse également le parcourir à votre aise. Arrêtez la vidéo et remettez-la en route quand vous êtes prêt. Voilà. Alors, activité enzymatique de l'uréase. L'urée, NH2CO, NH2, réagit avec l'eau pour former de l'ammoniac NH3 et du dioxyde de carbone. Au laboratoire, on réalise deux expériences. On dissout de l'urée dans de l'eau. Aucune réaction ne semble avoir lieu. Le temps de demi-réaction est estimé à 60 ans. On dissout de l'urée dans de l'eau en présence d'uréase. Il se forme quasi immédiatement les produits attendus. Le temps de demi-réaction vaut 2-10-5 secondes. Alors, 1,1, l'uréase, un catalyseur. Écrire l'équation de la réaction chimique entre l'urée et l'eau. Rappelez la définition du temps de demi-réaction. En quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l'uréase comme un catalyseur? Voilà, 3 sous-questions de 1.1. Pour le 1.2, effet de la température sur l'activité enzymatique, sous-question. Quelle est en général l'influence de la température sur la cinétique d'une réaction chimique? Deuxième sous-question. En utilisant le document 1, qui est sur la page précédente, décrire l'influence de la température sur la cinétique de la réaction catalysée. Enfin 3. À l'aide du texte introductif, comment peut-on expliquer la différence entre le cas général, question 1.2.1, ici, et celui décrit à la question 1.2.2, là. Enfin, on arrive à la dernière partie, l'uréase dans le milieu stomacal. Donc la bactérie Helicobacter pylori, H. pylori, est responsable de la plupart des ulcères de l'estomac chez l'homme. On souhaite savoir comment elle réussit à survivre dans un milieu très acide, comme l'estomac, en attendant de rejoindre la muqueuse stomacale où elle pourra se développer. Dans la H. pylori, la réaction de production de l'ammoniac à partir de l'urée se fait selon le processus présenté dans la première partie, activité enzymatique de l'uréase. D'accord? Donc l'Helicobacter pylori, c'est ceci, avec une échelle qu'on vous montre de 5 micromètres. Question. De 1. Le contenu de l'estomac est un milieu très acide, qui peut être considéré comme une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 × 10-2 mol par litre. Sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort, calculez le pH de ce milieu. De 2. À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH4+NH3 prédomine? Justifiez la réponse. 2.3. La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l'urée avec l'eau. Ainsi, elle sécrète de l'ammoniac dans son environnement proche. Dans l'estomac, l'ammoniac réagit avec les ions oxonium selon l'équation chimique. NH3 plus ion oxonium donne NH4+, plus de l'eau liquide. Quelle est la conséquence de la sécrétion d'ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution autour d'elle? Enfin, dernière sous-question. L'enzyme sécrétée par la bactérie H. pylori n'est pas l'uréase seule, mais une association de l'uréase avec d'autres entités chimiques. En quoi le document 2 illustre-t-il le fait que l'uréase seule ne peut pas agir dans l'estomac? Voilà. Donc c'est un exercice qui semble très long. Alors rassurez-vous, les questions ne sont pas compliquées, elles dépendent juste de la bonne lecture des documents que vous avez là. Ok? Et la réponse en fait peut être beaucoup plus courte que la lecture de l'énoncé. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Arrêtez la vidéo, revoyez les documents que vous voulez pour pouvoir répondre en faisant machine arrière. Et puis voilà, on se revoit dans quelques instants pour la correction. À bientôt. Ok, donc revenons sur les questions. Donc 1.1.1, écrire l'équation de la réaction chimique entre l'urée et l'eau. Eh bien, on vous dit ici, l'urée réagit avec l'eau pour former de l'ammoniac et du dioxyde de carbone. Donc l'urée, c'est du
NH2, CO, NH2. On vous dit réagir avec de l'eau, donc plus de l'eau, pour donner quoi? De l'ammoniac, donc c'est du NH3, plus du dioxyde de carbone. Voilà, mais il faut plus qu'équilibrer, d'accord? Donc j'ai un NH2, 2 NH2 ici, donc il y a au moins 2 azotes, donc il faut 2 NH3. Donc 2 azotes, ça me donne donc 6 hydrogènes. J'ai 2, 4, 6 hydrogènes à gauche, donc tout va bien. J'ai 2 oxygènes à gauche et 2 oxygènes à droite, donc voilà. La réaction est équilibrée comme cela. Ok, très bien pour la première partie. Alors, ensuite, on nous demande en 1, 1, 2 de rappeler la définition du temps de demi-réaction. Bon, ben ça c'est simple. C'est le temps au bout duquel l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final. D'accord? Donc si je dois schématiser ça, ça veut dire que 1, 1, 2, le temps de demi-réaction, c'est le temps pour que l'avancement soit égal à la moitié de l'avancement final. Voilà ce que c'est le temps de demi-réaction. Ok, on continue avec la suite. 1, 1, 3. En quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l'uréase comme un catalyseur? Eh bien, on voit bien que dans les réactions qui sont considérées, d'accord, l'uréase est une espèce chimique qui n'apparaît pas dans le bilan de réaction, mais qui la rend plus rapide. Donc c'est bien un catalyseur, d'accord? Qui plus est, on voit bien ici que si on dissout l'urée dans l'eau, ben, aucune réaction ne semble avoir lieu. Le temps de demi-réaction est très long, d'accord? Par contre, si on met de l'uréase, les produits attendus arrivent et le temps de demi-réaction est de 2,10-5 secondes. Donc il est notablement réduit. Donc le fait d'introduire de l'uréase accélère la réaction. Donc c'est bien là l'effet d'un catalyseur. Donc les deux effets sont cumulables. On accélère la réaction et l'uréase est une espèce chimique qui n'apparaît pas dans le bilan. D'accord? Voilà. Continuons alors. L'effet de la température. Quelle est en général l'influence de la température sur la cinétique d'une réaction chimique? Eh bien, la vitesse d'une réaction augmente avec la température. Donc, une température qui augmente accélère une réaction chimique, simplement. 1 de 2. En utilisant le document 1, décrire l'influence de la température sur la cinétique de la réaction catalysée. Eh bien, ce qu'on peut faire en voyant le document 2, c'est qu'on voit que ici, en fonction de la température, d'accord, l'activité de l'uréase augmente et puis diminue. Et en particulier, donc, que la vitesse maximale de la réaction est atteinte ici pour une température de 60 degrés Celsius. Voilà une réponse facile. Alors, quoi d'autre? Ah, je suis sur le mauvais. Voici. Question 3. Cette fois-ci, à l'aide du texte introductif, comment peut-on expliquer la différence entre le cas général, question 1.2.1 là, et celui qui est décrit à la question 1.2.2? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'introduction? C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là-dedans qui peut répondre à cette question? Blablabla, 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 blabla. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non? Ici, peut-être? Non? Alors, c'est pas tout à fait trivial, hein. On nous dit ici, bon, voilà, l'enzyme est une macromolécule. Les différentes parties sont liées entre elles, notamment par des liaisons hydrogènes qui se forment plus ou moins facilement suivant la température. Voilà, suivant la température. Et ces liaisons conduisent à la formation d'une structure tridimensionnelle qui présente de nombreux replis. Et c'est dans ces replis que l'enzyme va pouvoir être actif. D'accord? Eh bien voilà, puisqu'il y a ici un gros effet de la température, en particulier, lorsqu'on a une température excessive, ça va déformer cette structure tridimensionnelle de l'enzyme et l'empêcher d'avoir ces replis de façon adéquate pour catalyser correctement la réaction. Voilà. Donc de ce paragraphe,
alors c'était pas tout à fait simple, j'ai envie de dire. Une température excessive, en fait, déforme l'enzyme et l'empêche de catalyser correctement la réaction, c'est ce qu'on peut en déduire. Voilà, voilà, pour la question 1, 2, 3. On arrive maintenant dans la série 2, 1. Alors, on arrive maintenant dans les questions de la série 2. Donc, le contenu de l'estomac est un milieu très acide qui peut être considéré comme une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 fois 10 moins 2 moles par litre. Sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort, calculez le pH de ce milieu. Bon, eh bien, d'une façon générale, le pH, on le sait, c'est moins le logarithme en base 10 de la concentration en ion oxonium. Mais quand on a affaire à un acide fort, on sait que cet acide fort réagit totalement avec l'eau pour donner ces ions oxonium. Ça veut dire qu'on va avoir ici moins la concentration, moins le logarithme de la concentration en acide. Et la concentration en acide était de 10-2 moles par litre, donc je vais avoir moins le logarithme de 10-2, ce qui fait 2. Et donc le pH est de 2, simplement. Ok, voilà, ça c'est pour la question 2.1. Après, 2.2. À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH4+, à que NH3 prédomine? Justifiez la réponse. Alors, qu'est-ce que ça va être dans ce cas-ci? Eh bien, on nous a donné le pKa. Hein, le pKa, il est de combien? Le pKa, qu'est-ce que j'avais lu? Le pKa, il est de 9, quelque chose, vous vous souvenez? Voilà, donc je suis revenu sur la première page et je vois effectivement que le pKa du couple NH4+, NH3, c'est 9,2. Donc, si je me fais l'échelle du pH, hop, voici. J'ai un pKa qui est, pour le couple NH4+, NH3, j'ai un pKa qui est de 9,2, 9,2. Or, moi ici, j'ai déterminé un pH de 2, d'accord, qui est bien entre 0 et 14, c'est très acide, 2. Voilà. Et donc, dans la zone de dominance, je vais être plutôt de ce côté-ci, donc du côté, le NH4+, est là, le NH3 est là, ok? Donc, je suis du côté où la dominance est le NH4+, donc ce sont les ions ammonium qui sont prédominants. C'est-à-dire encore la forme acide du couple considéré, sachant qu'ici, j'aurais eu la forme basique. Donc, c'est NH4+, la forme acide du couple redox qui prédomine à pH 2. Alors, on continue avec la question 2.3. La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l'urée avec l'eau. Ainsi, elle sécrète de l'ammoniac dans son environnement proche. Dans l'estomac, l'ammoniac réagit avec les ions oxonium selon cette réaction. Quelle est la conséquence de la sécrétion d'ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution autour d'elle? Eh bien, la sécrétion d'ammoniac entraîne une consommation d'ions H3O+, et donc le pH va augmenter. Voilà, voilà. Alors, 2.4. L'enzyme sécrétée par la bactérie H. pylori n'est pas l'uréase, mais une association de l'uréase avec d'autres entités chimiques. En quoi le document 2 illustre-t-il le fait que l'uréase seul ne peut pas agir sur l'estomac, dans l'estomac, pardon. Alors, si je regarde ce fameux document 2, voilà, qui me donne ici l'activité de l'uréase en fonction du pH, eh bien, je vois qu'au pH de l'estomac dont on parle, qui est un pH de 2, comme j'ai calculé, l'activité de l'uréase est nulle. D'accord? L'activité de l'uréase est nulle, donc l'uréase ne peut pas être le seul à agir dans l'estomac. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, c'est terminé avec cette série de questions. Hein, nous allons maintenant préparer la session interactive. Alors, pour la session interactive, c'est très simple. Je vous ai mis en dessous de cette vidéo un fichier PDF qui est une question de type bac sur la cinétique catalyse. Et bien voilà, vous lisez complètement l'énoncé, vous le résolvez et vous me l'envoyez par mail pour que nous puissions le corriger ensemble lors de la session. Voilà, en attendant, j'espère que tout ce module vous a plu, que vous avez pu suivre du début jusqu'à la fin, que tout ça vous semble clair, et qu'on se voit donc dans la bonne humeur pour le prochain module. À très bientôt, au revoir.